Mais pour moi compliqué, Madame la Présidente, ma Présidente, merci. C'est normal, Annie Sylvie, vous savez que Anne-Isabelle Pérez aime la peinture. Oh non. Donc, c'est terminé pour moi. Je vous laisse, Sylvie, nous charmer de ce que vous allez nous dire. Merci. Alors, je remercie beaucoup Jean-Gabriel Père, président de la commission des conférences, de m'avoir convié, et je remercie également beaucoup Madame Bérès, présidente du syndicat des antiquaires, de s'être déplacée pour venir m'entendre. C'est très Désolée pour les 5 minutes de retard. Alors, non. Alors, Jonking, Boudin, Monet, comme vous voyez, j'aime beaucoup, en général, évoquer les artistes ensemble, parce qu'ils n'ont pas vécu seuls, surtout dans le groupe impressionniste. Il y a une parenté, il y a une entente, il y a eu des influences qui adviennent. C'est d'ailleurs ce que je montrais quand j'avais été commissaire des expositions Turner ou Monet, ou Cézanne et Pissarro, se répondant envers les artistes. Jonking, Boudin, Monet, ce qui les lie beaucoup, c'est justement cette étude. Alors là, je suis ennuyée, mais ça ne marche plus pour avancer les diapos. Alors, il y a la souris, je sais bien, mais avant. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Oui, je vais parler plus fort, mais là, juste un petit souci. Voilà, très bien. Ce qui les lie tous les trois, c'est l'étude de la lumière. Ce qui est d'ailleurs très important pour justement cet mouvement de l'impressionnisme qui est né officiellement en 1874 avec la première exposition impressionniste. Dans la lumière, je vais vous les évoquer tous les trois, toujours très souvent ensemble, en croisement. Je commence par le plus âgé pour vous les présenter, vous ayez visuellement un petit peu ce qu'était l'homme, chacun. Johann Bernhard Jonking, comme son nom l'indique, il est né en fait à La Troppe, il est né dans les Pays-Bas, 1819, 1891. C'est celui qui est le plus âgé, qui est le plus tôt dans le 19e siècle, né le plus tôt, et qui va disparaître le premier des trois. Je vous montre pour l'imaginer deux documents, une caricature d'Adar, et comme vous voyez en France, comme on prononçait Jonking, le J de Jonking est transformé en Y, une caricature qui est assez amusante, et également un dessin très précieux, une aquarelle, qui est une aquarelle de Jonking, un autoportrait, qui est conservé au cabinet des dessins, ce qui s'appelle le département des arts graphiques du Louvre, et qui fait partie du fonds du musée d'Orsay, mais qui surtout a été fait partie du fonds Moreau-Nélaton, car si nous connaissons si bien Jonking, c'est grâce à tout le fonds qui a délégué Étienne Moreau-Nélaton, qui lui-même a légué de nombreuses peintures impressionnistes. C'est pourquoi, en 2004, j'avais d'ailleurs été commissaire d'une exposition qui avait lieu à La Haye et à Cologne. Et c'est là où je me suis familiarisée avec Jonking et où j'ai trouvé très, très intéressant parce que c'est évidemment des trois le moins connu. Cette exposition a eu un grand succès à Paris. Elle avait été l'été au musée d'Orsay et nous avions choisi une vue de Paris avec Notre-Dame en affiche. Je m'étais beaucoup battue pour ne pas mettre une vue normande et finalement c'était tout à fait productif parce que tous les touristes qui étaient à Paris dans l'été venaient voir les vues de Paris par Jonking. Alors cette aquarelle que vous voyez qui vous montre le peintre partant avec son carnet de dessin et qui rappelle justement sa prédilection pour les aquarelles, a été retouché plusieurs fois. C'est un dessin de 1850 qui a été retouché et il est évoqué dans la monographie de Signac consacrée en 1927 à Jonking. Vous voyez encore un autre peintre et elle s'ouvre sur un portrait de Jonking. Vous allez voir l'évocation de cette aquarelle. Voilà ce qu'écrit Signac. C'était de Jonking. C'était un grand gars au long corps osseux et dégingandé, aux allures un peu gauches, comme celle d'un marin à terre. Crâne élevé, grand front découvert, chevelure drue, paupières saillantes devenues lourdes plus tard, gros yeux bleus très clairs, nez fort long, busqué et pointu, lèvres charnues aux commissures retombantes comme celles de Delacroix, longue moustache d'abord relevée, puis effilée, ensuite retombante et défaite, comme la chevelure montant fuyant barbiche. Regarde candide et débonnaire aux années de jeunesse, voyeur et rapidement ravagé au temps de Bohème. Ravagé parce qu'en fait, Jonking a été sous l'emprise de l'alcool et il a justement dû se défaire de cette habitude. Et rapidement ravagé donc au temps de Bohème, terne et hagard pendant la déchéance, puis calme, mélancolique et enfin méfiant à sa fin.
Dans ces croquis, on le représente, un de ces croquis le représente allant au motif, c'est ce croquis, à Montmartre. En 1850, veston d'artiste déboutonné sur la chemise molle, carton sous le bras, gros bâton à la main, vaste chapeau mettant la moitié de la figure dans l'ombre. Là, vous avez donc l'évocation de Jonking. Il y a une autre évocation que je peux vous lire qui est assez amusante, qui est le portrait qui a été saisissant de Jonking, qui a été fait par Louis de Fourcault, un critique, lors des funérailles de Corot en 1875. Je vais beaucoup évoquer Corot lors des vues de Paris de Jonking. Alors voilà ce qu'écrit le critique Louis de Fourcault. Je me rappelle la sensation que Jonking fit aux funérailles de Corot, qu'il admirait particulièrement. Parmi l'assemblée, correcte et digne, il parut si hagard, grand, long, habillé comme à l'aventure, coiffé d'un large feutre défoncé d'un coup de poing, les traits tirés, la barbe d'un blanc ou avec des reflets blancs qui s'attardaient encore, tout en désordre, nerveux, gesticulant, parlant à lui-même, à haute voix, l'accent fortement étranger. Mais quel est ce fantôme demandaient tous les jeunes aux vieux. Donc, vous voyez qu'il est une personne étrange, un petit peu étrange. Eugène Boudin, né en 24, vous voyez, donc Jonking, c'était 1819, 5 ans de moins, mort en 1898, soit 7 ans après Jonking. Et Eugène Boudin, je vous montre une photographie. Et ce qui le caractérisait était justement ce qui a été remarqué très souvent, c'était ses yeux bleus. Notamment le peintre qu'on appelait le roi des ciels et dont le critique Jean Aubry a pu dire de Boudin, d'inoubliables yeux d'un bleu singulier où vraiment le ciel semblait être resté, des yeux candides et partant narquois. Donc, comme vous l'a dit Jean-Gabriel, les deux sont pour Monet les deux maîtres et je vous les dirai plus longuement. Monet, né en 1840, vous voyez que là, la différence d'âge est beaucoup plus élevée, est beaucoup plus grande, puisque entre Boudin et Monet, 24, vous aviez donc 16 ans, alors qu'il avait près de 21 ans avec Jonking. Monet, évidemment, est celui qui a survécu le plus longtemps, puisqu'il est mort à 86 ans en 1926. Monet, vous le connaissez beaucoup mieux, le voilà ici dans ce portrait qui est conservé au musée Marmottan, et qui est un portrait par Renoir, et également portrait par Renoir conservé au musée d'Orsay, où vous voyez Monet avec sa palette, dans sa maison d'Argenteuil, avec le pinceau à la main. Alors, Monet a toujours reconnu cette dette envers Boudin et envers Jonking, et notamment, il y a un texte qui est très important, dont figuraient quelques lignes donc, dans l'invitation qui vous a été faite, c'est ce texte que Monet a écrit en 1900, quand il s'est exprimé à Thiébaut Sisson, au journaliste Thiébaut Sisson en 1900, et en racontant les premiers temps de sa rencontre avec Jonking. Alors voilà ce que disait Monet en 1900, donc à l'âge de 60 ans, en rappelant sa jeunesse. Depuis peu, j'avais fait la connaissance de Jonking. Sa peinture était trop nouvelle et d'une note bien trop artistique pour qu'on l'appréciât, en 1862, à son prix. Nul aussi ne savait moins se faire valoir. C'était un brave homme, tout simple, écorchant abominablement le français, très timide. Il fut très expansif ce jour-là. Il se fit montrer mes esquisses, m'invita à venir travailler avec lui, m'expliqua le comment et le pourquoi de sa manière et compléta par là l'encouragement que j'avais déjà reçu de Boudin. Vous voyez, il était en deuxième maître. Il fut à partir de ce moment mon vrai maître et c'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon œil. Je sais que l'œil de Monet a donné lieu à une phrase de Cézanne qui a dit « Monet, ce n'est qu'un œil, mais quel œil ?» Et Monet continue en 1900, je le revis, en parlant de Jonking, je le revis à Paris très souvent. Ma peinture, ai-je besoin de le dire, y gagna. Les progrès que je fis furent rapides. Et puis également, Monet a pu dire à Jean Aubry, si je suis devenu un peintre, c'est à Eugène Boudin que je le dois. Et une autre fois, il a écrit à Boudin, je n'ai pas oublié que c'est vous qui, le premier, m'avez appris à voir et à comprendre. Donc, vous voyez, la filiation entre Jonking, Boudin et Monet est tout à fait reconnue par Monet. Alors, une autre évocation de Monet montrant justement comment il se voyait, toujours à Thiébaut Sisson en 1900, dès ma plus tendre enfance, j'avais déjà la passion du dessin. Rebelle à tout enseignement, je n'ai jamais suivi de cours ni été dans un atelier. Très jeune, j'ai eu le bonheur de rencontrer le peintre Eugène Boudin qui m'a ouvert les yeux et donné l'amour de la nature. Et puis, encore une fois, un autre témoignage, Monet écrivant à Gustave Geffroy, l'écrivain Gustave Geffroy le 8 mai 1920,
Donc, à l'âge de 80 ans, voilà ce que Monet écrit. Je m'intéresse à la peinture claire, qui était celle de Boudin. Il ne faut pas oublier que celui-ci avait reçu des leçons d'un maître, Jonking, dont l'œuvre, surtout dans ses aquarelles, est à l'origine, ainsi qu'avec Corot, de ce que l'on a appelé l'impressionnisme. J'ai dit, et je le répète, je dois tout à Boudin, et lui suis reconnaissant de ma réussite. J'en étais arrivée à être fascinée par ses pochades, fille de ce que j'appelle l'instantanéité. Enfin, ça, c'est une très belle phrase dans une lettre de Monet, fille de l'instantanéité, en parlant des pochades de Boudin, l'instantanéité qui d'ailleurs amènera Monet à faire ses séries et à vouloir décrire l'instant, notamment devant la cathédrale de Rouen. Alors ensuite, une autre phrase d'un critique, pour que vous ayez vraiment l'idée que les trois peintres ne sont pas associés dans cette conférence, mais qu'ils l'ont vraiment été. Voilà ce qu'écrit un critique, Louis de Fourcault. C'est de Jonking qui est sorti très sensiblement, c'est Jonking qui est sorti très sensiblement l'école du paysage impressionniste, dont M. Claude Monet est le chef éclatant. Nul ne conteste plus que l'impressionniste était la peinture, que l'impressionniste ait eu sur la peinture une action décisive par son étude des multiples décompositions de la couleur, de l'ambiance. Quiconque a regardé avec quelque attention les toiles de Jonking et a pu reconnaître les premières applications de ces doctrines qui ont prévalu. Oui, ce Hollandais implanté en France a été véritablement un novateur. Son originalité va bien plus loin qu'il ne les croyait lui-même. Jonking, à de certains égards, se rattache à la tradition de Corot et par l'essentiel, il est assurément un précurseur. Alors, effectivement, Boudin est plutôt considéré comme étant dans le groupe impressionniste car il a exposé en 1874 avec les impressionnistes, avec Monet notamment, lors donc, de la révélation du tableau Impression Soleil Levant. Au contraire, Jonking, qui était vivant, n'a pas exposé. Jonking et Boudin et Monet ont exposé au Salon dans les années 1860. Et puis après, chacun s'est détaché du salon pour justement rejoindre ce groupe de l'impressionnisme. Mais évidemment, Jonking a une importance que j'ai découverte en préparant d'ailleurs l'exposition très forte par cette étude de la lumière et ces rencontres entre Boudin et Monet où ils se sont beaucoup influencés les uns les autres. Alors, je vous montre un aspect de Boudin qui n'est pas toujours très connu, peintre de nature morte. Et là encore, vous verrez que les croisements ont lieu. Peintre de nature morte, il peignait les fleurs qu'aimait en Monet. Je ne vous ai pas trop apporté de fleurs pour pas trop faire. Voilà, il peignait aussi les poissons. Il peignait notamment une raie, un peu dans le souvenir justement de la peinture de Chardin que vous avez sous les yeux à l'écran. Il peignait également les fruits avec la carafe de verre, des natures mortes qui peuvent rappeler aussi la tradition hollandaise que vous allez avoir assez forte au cours de cette conférence parce qu'elle est bien là dans l'impressionnisme aussi. Vous voyez cette étude de la lumière dans les verres, à travers les verreries, ces fruits, toujours chez Boudin, les porcelaines, les coupes de fruits, le verre de vin. Toujours chez Boudin, une nature morte que j'aime beaucoup avec cette orange qui est ouverte, les quartiers. Et immédiatement après, je vous passe une nature morte de Monet. Vous voyez qu'il y a justement un peu de répondant avec là les porcelaines, le velouté des pêches, le melon ouvert comme était ouverte l'orange avec les quartiers. Et également une autre nature morte de Monet qui est conservée au musée de Dresde, qui est un chef-d'œuvre, avec ces pêches dans le bocal de verre et ce bocal se reflétant sur le marbre d'une commode. Alors, ce qui caractérise évidemment le plus, ce sont les études de ciel de Boudin, qui ont évidemment été très célèbres, car dans les années 60, dans les années 50 et 60, Baudelaire se rendait à Honfleur. Baudelaire va aller chez sa mère, Madame Aupic, qui avait déposé le général Aupic. Si ça vous intéresse d'ailleurs, la tombe du général Aupic et la tombe de Baudelaire se trouve au cimetière de Montparnasse. Et on voit d'ailleurs, j'y suis allée récemment, on voit le nom de général Aupic qui se détache, très gros. Ensuite, Caroline Aupic, son épouse, et puis Charles Baudelaire, qui est enterré en 1876. Alors ici, donc, études de ciel de Boudin, et je vous évoque devant ces études de ciel, vous voyez ici le Pardon de Sainte-Anne de la Palude, qui est un des premiers tableaux de Boudin acceptés au salon, et qui, vous voyez, l'importance des ciels. Les ciels nous renvoient justement à cette tradition hollandaise, de ce qu'on appelait les toiles, les 4/5e, où les 4/5e de la toile étaient occupés par le ciel, dans l'époque des peintures du XVIIe, de Van Ruysdael, de tous ces maîtres. Et donc, il est tout à fait normal que par la filiation aussi avec Jonking, que cette tradition hollandaise du ciel
soit arrivé en fait à aussi finalement se glisser dans les origines de l'impressionnisme. Alors les études de ciel de Boudin sont nombreuses, elles sont d'ailleurs conservées pour la plupart il y en a au musée du Louvre, dans le département des arts graphiques, mais aussi au Havre, grâce à la donation Olivier Seine, et qui sont des petits panneaux magnifiques. Alors, je vous lis justement devant ces études de ciel le texte de Charles Baudelaire, qui au Salon 1859 avait écrit un texte qui est très émouvant, car il évoque sa visite dans l'atelier Honfleuret de Boudin. Voilà ce qu'il écrit. J'ai vu récemment chez M. Boudin, qui, soit dit en passant, a exposé un fort beau et fort sage tableau, le Pardon de Sainte-Anne de la Palude, que vous venez de voir, au Salon, donc en 1859. J'ai vu donc plusieurs centaines d'études au pastel, improvisées en face de la mer et du ciel. M. Boudin, qui pourrait s'enorgueillir de son dévouement à son art, montrait modestement sa curieuse collection. Il sait bien qu'il faut que tout cela devienne tableau par le moyen de l'impression. Vous voyez, le mot arrive. De l'impression poétique, par le moyen de l'impression poétique rappelée à volonté, et il n'a pas la prétention de donner ses notes pour des tableaux. Plus tard, sans aucun doute, il nous étalera dans des peintures achevées les prodigieuses magies de l'air et de l'eau. Prodigieuses magies de l'air et de l'eau, c'est ainsi que Baudelaire en fait nommait donc ses études au pastel des siècles de Boudin. Ces études, si rapidement et si fidèlement croquées, d'après ce qu'il y a de plus inconstant, de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur, d'après des vagues et des nuages, portent toujours écrit en marge la date, l'heure et le vent. Ainsi, par exemple, 8 octobre, midi, vent de nord-ouest. Si vous avez eu quelquefois le loisir de faire connaissance avec ces beautés météorologiques, vous pourrez vérifier par mémoire l'exactitude des observations de M. Boudin. La légende cachée avec la main, vous devineriez la saison, l'heure et le vent. Je n'exagère rien, j'ai vu. À la fin, tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses, ces ténèbres chaotiques, ces immensités vertes et roses suspendues et rajoutées les unes aux autres, ces fournaises béantes, ces firmaments de satin noir ou violet, fripés, roulés ou déchirés, ces horizons en deuil ou ruisselants de métal fondu, toutes ces profondeurs, toutes ces splendeurs me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse, ou en somme, comme l'éloquence de l'opium. Chose assez curieuse, il ne m'arriva pas une seule fois, devant ces magies liquides ou aériennes, de me plaindre de l'absence de l'homme. Alors, magie liquides et aériennes, vous pouvez le mémoriser car elle se retrouvera aussi sous la plume des frères Goncourt, décrivant les aquarelles de Jonquille. Donc, vous voyez ici l'importance des ciels. Je vais vous en passer quelques-uns que j'ai sélectionnés pour vous montrer. Et il est vrai que face à la mer à Trouville ou à Honfleur, on a exactement ces impressions sur la côte normande. Les carnets de Boudin sont absolument remplis d'expressions sur le ciel. Bon, je vous en donne un exemple. Nager en plein ciel, arriver aux tendances des nuages, suspendre les masses lointaines. Je sens tout cela venir, pointe, ce sont mes intentions. Quelle jouissance, quel tourment. Les Hollandais émettent à la poésie des nuages que je cherche, et c'est à ces tentations du ciel qui vont jusqu'à l'admiration, jusqu'à l'adoration, ce n'est pas exagéré. Donc vous voyez l'importance qu'il avait, que Boudin attaché au ciel se retrouvait dans ses carnets, et elle se retrouvait aussi dans une lettre qu'il a écrite en 1889, juste après la mort de son épouse. Boudin écrit une lettre où il explique « Travailler, point d'interrogation, pourquoi ? Si j'avais de l'ambition ou des besoins, ce serait bon peut-être, mais non, il n'y a plus pour moi que la joie de revoir de grands ciels, l'air dont j'ai besoin un si grand besoin. » Donc vous voyez que toujours il s'est rapproché au ciel en disant toujours que c'était ce qui l'importait, qu'il voulait absolument, comme il le disait encore, ne pas redouter les grands effets de ciel sur la mer, peindre sous l'impression et sans appât. Donc vous voyez, le mot impression apparaît dans les carnets. Et puis il écrivait aussi la lumière, surtout, chercher la fulgurance, la condensation, la poursuite. Donc, vous voyez que toute cette évocation n'est pas vain. Vous voyez aussi, il lui dit aussi qu'il cherchait à mettre des grands ciels et à ce moment-là représenter la mer avec les voiles gonflées par le vent. Et voilà ce qu'il écrivait, les grands ciels puissants, profonds, vaporeux, et là-dessous un morceau de la terre ou des bateaux, mais que ce soit grand, idéalisé, comme je l'entrevois. Y penserais-je en peignant. Essayer de mettre plus de chaleur, plus d'éclat, plus de force dans ma peinture, chercher les oppositions les plus vives dans les couleurs. Vous voyez, les carnets de Boudin sont très intéressants car c'est vraiment la technique de peinture.
Encore un texte aussi très beau dans ses carnets. Je suis sortie cet après-midi, le soleil resplendissait, c'était une fête. J'ai bien fait de goûter un peu de ce beau jour, ça m'a entraîné à toutes sortes d'observations pour la peinture. Comme on fait toujours pauvre de lumière, toujours trop triste, voici 20 fois que je recommence pour arriver à cette délicatesse, à ce charme de la lumière qui joue partout. Comme il y a de la fraîcheur, c'était doux, un peu rose, les objets sont noyés, il n'y a que des valeurs partout, le ciel était moelleux, velouté, en passant ensuite au jaune, il est devenu chaud, puis le soleil se baissait un peu, les teintes violacées arrivaient, les digues aussi ont pris cette teinte, cette nuance. Et également, Boudin, qui explique en 1887, j'ai fait dans des genres différents, diverses scènes de marine, des pages où l'on pourra retrouver, si on veut, du grand art, au moins une reproduction assez sincère du monde de notre époque. Peut-être aussi verra-t-on dans mes études de ciel le côté de la grande nature céleste qui n'a jamais été ni pu ni mieux exploré que par mes prédécesseurs. Je n'ose me mettre en ligne mes petits bateaux, dont j'ai pourtant fait une étude bien laborieuse, pour n'être pas aussi parfait dans les détails que ceux des Hollandais. Vous voyez, encore référence à la tradition hollandaise, que ceux des Hollandais dans leurs détails, en ce qui est d'ailleurs qui correspond d'ailleurs au goût du public de notre temps. Je me flatte de croire qu'on pourra les voir avec intérêt plus tard et y retrouver l'allure, les gréements et l'état de nos ports à notre époque. Donc, je vous montre encore quelques peintures. Là, c'est un ouvrage justement que j'ai écrit aux éditions des Falaises sur Eugène Boudin Les Ciels, où j'ai repris en sous-titre Prodigieuse magie de l'air et de l'eau, qui était donc le titre du ciel et de l'eau, qui était le titre de l'air et de l'eau, qui était le terme qui est employé par Baudelaire chantant les études de ciel. Et vous voyez évidemment, j'enchaîne sur Monet, Impression soleil levant. Vous voyez qu'il là encore, l'impression soleil levant, donc Monet a pu dire qu'elle n'était qu'une pochade, est assez en relation avec les œuvres de Boudin que Monet avait qualifiées de filles de l'instantanéité. Cette impression soleil levant, je vous lis aussi cette rencontre de Monet et de Boudin, qui a été probablement en 1858, comment il l'a raconté aussi à Jean Aubry. Je vous ai lu à Thibaut Sisson, vous voyez, il y a beaucoup de récits où Monet s'exprime, et c'est pour ça que je les apporte, parce que là, c'est vraiment on sent la vie entre les trois hommes. Voici ce qu'écrivait Monet. Jean Aubry ajoute, voici la psychologie de cette rencontre telle qu'elle me fut révélée par les propos que Claude Monet lui-même voulut bien me tenir à Giverny, donc en fin de vie. Voilà ce que Monet lui a raconté. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était chez un marchand de cadres où j'exposais fréquemment de ses charges au crayon, de caricature, qui m'avaient valu quelques notoriétés dans le Havre et même un peu d'argent. Je trouvais là Eugène Boudin, qui est âgé d'environ 30 ans, Monet avait 35 ans en fait, et Monet 18 à cette époque, d'environ 30 ans, commençait à dégager sa personnalité. À plusieurs reprises, j'avais vu de sa peinture, dit-il en parlant de Boudin, et j'aime mieux vous dire que je la trouvais cela affreux. Boudin lui s'adressant à Monet, lui dit « Ah, c'est vous, jeune homme, me dit-il, qui faites ces petites choses. C'est dommage que vous en restiez là. Il y a des qualités là-dedans. Pourquoi ne faites-vous donc pas de la peinture ?» J'avoue, me dit Claude Monet, que la pensée de faire de la peinture du genre de celle que faisait Boudin ne m'enthousiasmait guère. Pourtant, sur ces instances, j'acceptais d'aller travailler en plein air avec lui. J'ai acheté une boîte de peinture et nous voilà partis pour Rouelle, c'est la vallée de Rouelle, sans grande conviction de ma part. Boudin installe son chevalet, se met au travail. Je le regarde avec quelque appréhension, je le regarde plus attentivement, et puis ce fut tout un coup, comme un voile qui se déchira. J'avais compris, j'avais saisi ce que pouvait être la peinture. Par le seul exemple de cet artiste épris de son art et d'indépendance, ma destinée de peintre s'était ouverte. Si je suis devenu un peintre, m'a dit à plusieurs reprises Claude Monet, c'est à Eugène Boudin que je le dois. Donc vous voyez, les textes renforcent bien ce que l'image montre. Alors évidemment, après cette vue d'impression soleil levant, où on peut se dire d'ailleurs, vous allez voir aussi des aquarelles de Jonking, vous allez voir des petites barques, que la barque se pourrait être aussi un souvenir de Jonking, ces soleils couchants ou soleil levant qui se reflètent sur l'eau. Vous verrez aussi des couchers de soleil et des levées de lune dans les aquarelles de Jonking qui rappellent cette lumière qui est prépondérante, qui est donc des passages de lumière. Et dans cette impression soleil levant, je vous passe aussi une autre origine de l'impressionnisme, c'est l'origine de Turner. Une aquarelle de Turner, je me souviens d'ailleurs du choc que j'avais eu à la Tate Galerie quand on l'avait trouvé en feuilletant les aquarelles lorsqu'on cherchait des exemples pour l'exposition Turner ou Isla Monet, et nous l'avions juste apposé à Paris où figure l'impression soleil levant au Grand Palais, côte à côte, pour montrer justement que effectivement l'origine anglaise de l'impressionnisme existe bien. Je vous remontre, vous voyez, il y a vraiment une parenté de vision
entre Turner et Monet. Alors là aussi, j'ai écrit un petit livre sur John King, que j'ai évidemment appelé Une vestige pour la lumière, où j'ai repris Fantasmagorie de ciel et d'eau, car vous allez voir que dans les peintures de John King, et là nous y sommes, peinture de John King, eh bien, vous allez voir qu'il reprend, tout à fait les frères Goncourt reprennent ce terme. Je vais vous le lire au moment de Paris. Vous voyez cette étude de lumière, c'est un tableau qui est au musée Eugène Boudin d'Honfleur, ce ciel très grand sur la toile et les reflets sur l'eau. Alors, Boudin a travaillé en Honfleur, ils ont travaillé ensemble à Trouville et ils ont travaillé aussi au Havre. Je vous montre quelques toiles d'Eugène Boudin au Havre pour vous montrer aussi après comment Monet voyait le Havre. Ici, donc Boudin, vous voyez le Havre, vous voyez que ça correspond tout à fait à ce que disait Boudin dans ses carnets, où il disait qu'il faisait des taches de lumière. Là, ici, ce grand ciel, également avec les navires, également là, la lune, avec les phares, très souvent qui s'élevaient dans le ciel, la mer houleuse au Havre. Et je vous montre deux vues de Monet au Havre. Ici, beaucoup plus vivante, vous voyez, moderne, c'est plus moderne comme vision. Et vous regardez bien cette peinture et vous avez cette autre peinture, un peu le même endroit, le même point de vue, mais un jour de pluie. Cette impression de peinture sous la pluie, elle existe aussi dans À Étretat. Je vous montrerai tout à l'heure une toile de Monet à Étretat. Alors évidemment, le Havre, qui dit le Havre, dit aussi Sainte-Adresse. Sainte-Adresse, Boudin y a travaillé. Vous avez ici une vue avec des barques où on voit que Boudin, lui, met beaucoup les pêcheurs, ici les biens. Et vous avez ici immédiatement une aquarelle de John King. Vous voyez justement qu'il les date avec aussi ces bateaux sur l'eau, ce ciel. Cette peinture, cette technique assez légère. Il avait aussi beaucoup regardé les aquarelles de Bonington et également, maintenant, vous voyez Monet, le même point de vue en peinture. Donc, vous voyez que les œuvres se répondent, qu'il y a vraiment des portraits croisés et ici une vue, une toile de Monet prête à Sainte-Adresse avec justement le phare, l'église et également ce ciel qui rappelle les ciels de Boudin. Donc, vous voyez qu'à un moment, lorsqu'il travaillait dans les années 60, il y avait évidemment tout à fait des échanges qui se révélaient sur leur toile. Ici, l'aspect plus moderne de Monet, en 1867, lorsqu'il peint la terrasse à Sainte-Adresse, avec cette vue avec les drapeaux qui flottent au vent et les fleurs. Effectivement, là, il se détache et il part dans une direction un peu plus audacieuse que Boudin et John King. Alors, Eugène Boudin en fleurs, c'était vraiment là où il a reçu tout à fait son compatriote John King, car John King, en fait, est né à La Troppe aux Pays-Bas. Il a eu un maître hollandais qui était le peintre Schelfhout. Et lors de l'inauguration de la statue de Guillaume le Taciturne, qu'on peut voir sur le Nordheim à La Haye, eh bien, lorsqu'il est oublié de la statue, son maître, Schelfhout, a présenté John King au peintre Isabey, qui était venu de France en 1845 et qui lui a proposé de le prendre comme élève à Paris. C'est à partir de ce jour-là que John King va effectuer plusieurs séjours en France et notamment un voyage aussi en Normandie avec Isabey. Donc, c'est là qu'il va être reçu chez Boudin et connaître Monet et qu'ils vont tous les trois se retrouver. Alors ici, des peintures de Boudin en Honfleur, je vous montre. Voilà. Et vous allez voir que dans les peintures de John King, vous verrez très souvent comme ça un bateau lancé dans le ciel. Vous voyez ici encore Boudin, avec la pointe qui est maintenant l'hôtel du Cheval Blanc. Voilà, qui vous rappelle aussi la peinture de Monet. Et vous avez ici cette photographie de Boudin âgé sur le quai d'Honfleur. Et un dessin pour vous rappeler qu'il y a énormément de carnets de dessins de Boudin. Je suis un petit peu désolée, il y a un aspect bleuté sur l'écran qui n'est pas voulu. Boudin et Monet, alors là, vous avez une œuvre qui va vous convaincre. Si vous aviez vu l'exposition au musée Jacques-Marandré, on avait cette œuvre qui était présente. Elle est signée Claude Monet, mais en fait, d'ailleurs, je me souviens que je n'ai pas arrêté mon portable, elle est signée Claude Monet, mais en fait, elle n'est pas de Monet, elle est Boudin. C'est l'exposition au musée Jacques-Marandré qui avait permis de faire cette découverte, car on pensait depuis longtemps que cette peinture était plus proche du style de Boudin que de Monet, mais en fait, elle porte un cachet, elle n'est pas signée, c'est un cachet qui est de Monet, qui a été apposé par Michel Monet, parce que cette toile était dans la collection
de Monet à Giverny. Et Claude Monet, en faisant l'inventaire, enfin Michel Monet, le fils de Monet, en faisant l'inventaire, s'est trompé, a mis le cachet Claude Monet. Et en fait, c'est une peinture, c'est une œuvre qui est de Boudin. Donc, c'est la réappropriation à Boudin d'une œuvre qui a longtemps passé comme étant Monet, qui est d'ailleurs même, je crois, dans le catalogue raisonné de Wildenstein. Alors, Jean King et Monet, les croisements ont été aussi nombreux, et vous voyez que là encore, on se retrouve avec les mêmes paysages. On peut dire, là, c'est le clocher donc, de Sainte-Catherine que vous avez vu sur la place d'Honfleur, l'église Sainte-Catherine sur l'œuvre précédente. Donc, vous voyez presque les mêmes mises en page, un petit peu. Et ici, pour souvenir, je vous montre que avec ces croisillons normands, dans la rue du Puy à Honfleur, vous pouvez trouver cette plaque que le peintre Jean King, pendant un moment, a habité cette maison rue du Puy à Honfleur. Et vous verrez, retenez bien ces croisillons, vous les retrouvez sous une plaque avec le nom de Boudin, cette fois-ci à Deauville, la maison qu'il a habitée. Alors, très près de la rue du Puy à Honfleur, vous avez la rue de la Bavole, et ici, c'est une peinture de Monet, la rue de la Bavole à Honfleur, dont il a donné deux versions, dont une est au musée de Boston, ici avec un homme dans la rue, et ici un autre. Vous voyez, c'est les deux rues de la Bavole qui partent de la Palace Sainte-Catherine et la rue du Puy. Toutes ces deux rues à Honfleur sont tout à fait voisines. Alors, Jean King en Normandie, c'est donc ce séjour, comme je vous dis, tous ces séjours qu'il a fait. Là aussi, quand on se penche dans la correspondance de Jean King, on voit que la Normandie y tient une grande place. Voilà ce qu'il dit. Mon bon ami Boudin, je vous trouve fort heureux dans ce beau pays où il y a tant à peindre, où l'on peut vivre tranquillement. Jean King, écrivant à Martin, son marchand, à Paris en 1863, depuis Honfleur, il lui écrit « Les ciels sont bien nuageux et les beaux effets, avec de beaux effets, mais souvent avec des pleurs. Les pleurs, c'est la pluie. Avec des pleurs qu'il n'y a pas moyen de rester en dehors. » Et puis, il écrit également à Boudin, le 22 août 1865, « Les pluies et les vents m'ont beaucoup dérangé. Je ne peux peindre et travailler d'après nature. » Donc, ce qui montre qu'il travaillait bien d'après nature, puisque la pluie le dérangeait. Et une autre lettre encore, où il écrit « Me voilà à Honfleur, le pays que j'aime, le pays où j'aime toujours aller, avec tant de plaisir. C'est un petit port de mer, où il y a toujours 10 ou 20 navires de toute nature, sans compter les bateaux marchands et de pêche du pays. Je vous dis cela comme très intéressant pour mes études. J'ai pris déjà quelques bains de mer. Je bois beaucoup de cidre, comme un vieux Normand. » Et puis, il écrit également, Jean King, « J'ai fait beaucoup de croquis, de dessins et d'aquarelles. Je pense que Honfleur donne tout ce qu'il faut comme motif à faire des beaux tableaux. » Alors, je vous montre voilà, quelques vues par Jean King de Honfleur. Cette fois-ci, vous voyez encore une fois les voiles qui s'élèvent dans le ciel. Donc, il y a à la fois aquarelle et peinture. Et vous voyez qu'il y a une parenté de vision. Vous voyez ces grands navires, comme je vous avais montré chez Boudin, et qui rappelleront aussi, vous verrez, quand je vous montrerai les peintures hollandaises de Jean King, que finalement, il a transposé un petit peu cette vision. Vous voyez aussi que la petite barque à gauche rappelle cette barque que vous avez vue dans l'impression Soleil levant de Monet. Et vous voyez ces voiles gonflées aussi, comme nous avions vu dans les ciels de Jean King, des ciels de Boudin, avec les voiliers sur la mer, avec les grands bateaux. Là, c'est l'autre côté de l'hôtel du Cheval Blanc, vous voyez à droite. Et ici, cette peinture que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est du musée Eugène Boudin à Honfleur. Ici également, cette adresse. Et ici, Harfleur, Jean King avait exécuté une aquarelle et une peinture puisqu'il l'avait montré au salon. Également, Boudin s'est exprimé sur la peinture de Jean King et lui a reconnu ce rôle de précurseur. Voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'a écrit Boudin. Jean King commençait à faire avaler une peinture dont l'écorce un peu dure cachait un fruit excellent et des plus savoureux. J'en profitais pour rentrer aussi par la porte qu'il avait forcée et je commençais, quoique timidement encore, à offrir ses marines. Donc, vous voyez, même Boudin reconnaît les leçons de Jean King. Boudin écrivait encore « Je suis très tourmenté de donner à ma peinture un cachet de perfection et de tournure qui permet de l'exposer aux vitres des marchands sans trop de désavantages auprès des chefs-d'œuvre de Corot, Jean King et autres. Je deviens d'autant plus difficile qu'on me met fréquemment entre un Corot, un Daubigny ou un Jean King et qu'il me faut faire une figure honnête en si bonne compagnie. » Et puis il ajoutait « Plus on regarde les aquarelles de Jean King, plus on se demande comment cela est fait. C'est fait avec rien et pourtant la fluidité et la densité du ciel et des nuages, ils sont traduits avec une précision inimaginable. » Et ce qui regroupe également un mot de Claude Monet qui a été souligné, un mot de Claude Monet prononcé au Havre devant plusieurs personnes.
Il avait enchanté. Voilà ce que disait Claude Monet. On a toujours à gagner à regarder les paysages de Chongqing parce qu'il peint sincèrement comme il voit et comme il sent. Et également, vous allez voir aussi que l'impression soleil levant dérive bien de Chongqing parce que le mot impression apparaît avec la peinture de Chongqing. Voilà ce qu'écrivait le critique Castagnari. Moi, j'aime ce Chongqing. Chez lui, tout gît dans l'impression. L'esquisse terminée, le tableau achevé, vous ne vous inquiétez pas de l'exécution. Elle disparaît devant la puissance, la clarté de l'effet. Alors également, Monet à Gustave Geffroy, rappelant qu'il s'est intéressé à la peinture claire et que Boudin avait reçu les leçons de Chongqing. Alors, je continue sur Chongqing et je vous montre ce tableau magnifique de Saint-Valery-en-Caux qui a été exposé au Salon de Sciences 52. Vous voyez qu'il y a cet effet de lumière, ce contre-jour. Il faut imaginer un très grand tableau et avec ce ciel, avec l'astre aussi un peu caché dans les nuages. Et vous voyez bien la parenté avec les œuvres de Boudin et de Monet. Alors, Eugène Boudin à Trouville avec Monet, il y a eu aussi ce croisement sur la plage de Trouville. Ici, je vais vous montrer toutes ces petites plages de Boudin, écrivant justement très content à son marchand Martin. On aime beaucoup mes petites dames sur la plage. Et puis, il disait également, nos petites poupées font leur chemin tout doucement. Il était très ravi de voir que ces petits panneaux en bois, où il faisait ces petits panneaux sur la plage de Trouville ou de Deauville, se vendaient très bien. Il écrivait également, quand il était à Paris, je n'ose pas songer aux plages inondées de soleil, aux beaux ciels orageux qu'il serait si bon de peindre en respirant le bon air de mer. Et puis, toujours à Paris, Boudin écrivait, je voudrais courir après les bateaux, suivre les nuages, le pinceau à la main, humer le bon air salin des plages et voir la mer monter. Je me réjouis déjà de planter mon parasol en plein air et de chercher sous la voûte des nuages le problème que nous poursuivons avec tant de labeur et si peu de réussite dans les murs de l'atelier. Alors, je continue à vous montrer quelques vues des petites plages que vous connaissez tous. Sur la côte normande, voilà les vues de Trouville avec les villas et les petits escaliers qui descendent sur les plages. Également, ces voiliers, ces pêcheurs, les cabines de plage avec les chevaux qui les tiraient. Vous voyez ici toute l'époque de cette villégiature à Trouville et à Deauville. Vous voyez toutes les petites peintures de Boudin qui se répondent. Il y en a aussi à Villerville. Ici, c'est Villerville, avec ce coucher de soleil qui rappelle donc, vous voyez, si vous isolez le ciel, vous voyez évidemment les études de ciel pour trouver ce que Boudin avait fait également ici, de plus près. Donc, ce qu'il appelait ces petites dames, les petites poupées. Alors, celle-ci est une aquarelle qui a appartenu à Monet, et elle est d'ailleurs exposée dans la chambre. On a mis les répliques à Giverny. Vous la voyez à gauche du Cézanne. À gauche, à droite, ce sont des aquarelles de Delacroix. Et ici, vous voyez au contraire comment Monet travaillait à Trouville, une vision beaucoup plus moderne. Ici, Camille, sa future épouse, sur la plage de Trouville. Et ici, la vue des planches de Trouville avec les villas, les drapeaux et les petites dames sur la plage qui sont aussi représentent chez Monet. Et de même qu'ici, la terrasse de l'hôtel des Roches Noires, ce tableau qui est conservé au musée d'Orsay avec les drapeaux qui flottent dans le vent pour bien donner l'idée du vent, comme sur la terrasse à Sainte-Adresse. Alors également le chenal de Trouville et de Honfleur. Vous voyez ici, vous êtes avec Boudin. Vous voyez ici les voiliers, toujours avec Boudin, avec ce chenal. Vous le regardez bien, toujours avec Boudin. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec Monet et vous voyez que vous avez vraiment, là, vous aviez le petit pêcheur au premier plan et là, avec Monet, pareil, un pêcheur au premier plan et les voiliers qui arrivent dans le chenal de Trouville. Un endroit qu'on voit très, très bien aujourd'hui quand on prend le bac entre Trouville et Deauville. Alors, dans la campagne normande, au bord de la mer, c'est beaucoup plus l'évocation par Boudin. Monet ne s'y est pas livré, toute cette côté des scènes de marché, vous voyez ici Boudin à Honfleur, et également ce que Monet a représenté, lui, c'est la neige sur la route qui mène à la ferme Saint-Siméon. Et là, nous allons en parler. Voilà une aquarelle, cette fois-ci de Chongqing, vous voyez, avec ce pommier où il met chez la mère Toutain, qu'il écrit T-U-T-I-N, il oublie le A, il la date. Et vous voyez justement que ce sont ces genres d'aquarelles avec ces pommiers qui sont évoqués par Pissarro. La ferme Saint-Siméon, en 1864, Monet écrit à Basile. Nous sommes en grand nombre, en ce moment à Honfleur, nous avons un petit cercle bien agréable, Boudin et Chongqing sont là, nous nous entendons à merveille, nous ne nous quittons plus,
Je regrette bien que vous ne soyez pas là, car en pareille société, il y a bien à apprendre. Voilà ce qu'écrivait Monet, qui dit qu'il n'a jamais fait partie d'atelier ni reçu un enseignement, mais qui reconnaît tout à fait combien il a appris en travaillant auprès de Boudin et de Jonking. Et puis Jonking, qui écrit à Boudin, il me reste à vous dire que j'ai conservé un bon souvenir de notre séjour au Havre et de votre accueil d'amis à Trouville, à Honfleur. Donc, vous voyez, Saint-Siméon très présente. Également sous la plume de Boudin, qui écrit en 1896, 2 ans avant sa mort, Saint-Siméon, il y aura une belle. Alors, c'est d'ailleurs ce texte est sur un panneau à l'entrée de l'hôtel, qui est maintenant l'auberge Saint-Siméon. Au Saint-Siméon, écrit Boudin, il y aurait une belle légende à écrire sur cette hôtellerie. Que de gens y ont passé des célèbres, le maître des maîtres, Harpigny, j'y menais moi-même Troyon, déjeuner au cidre, j'allais oublier de citer Claude Monet, mon élève. Je ne parle pas des derniers occupants, comme ce Goncalves et le grand Jonking, un fameux aussi celui-là, il vint bien des fois, se griser de la vue de la baie de Seine, de nos intimes causeries, de notre bon cidre normand. Et Jonking écrivait à Boudin, si j'étais rentier, je trouve Honfleur un pays admirable aussi pour y vivre. J'aime beaucoup le cidre et le bon pain de Normandie. Donc, il faut se dire que cette auberge Saint-Siméon avait donné lieu à des grandes parties avec cette vue sur le Havre. Alors, on a longtemps cru que Jonking et Monet figuraient dans un dessin de Boudin que je vous montre ici, où il y a le verre ici, mais maintenant, je vous la montre vraiment parce qu'il faut la montrer, mais elle est totalement remise en cause et ça ne serait pas du tout ni Monet, ni Jonking, ni Boudin. Je l'ai montré parce qu'elle était historiquement, pendant des années, elle a figuré dans des livres, mais elle a été remise en cause. Alors, Jonking et Monet, là, vous avez un élément qui est très émouvant que j'ai trouvé en travaillant avec John Sylvis, conservateur à La Haye, lorsqu'on préparait l'exposition Jonking-Monet, et je l'avais trouvé trop drôle pour ne pas la sélectionner et la mettre en vitrine. Vous avez une partie de domino, Monet-Jonking. C'est l'écriture de Jonking, parce que vous voyez que Jonking en haut, c'est vraiment sa signature. Vous voyez les colonnes, vous voyez que je ne vous dis pas qui a gagné, en fait c'est Monet, et elle est datée le 2 octobre 1864. Et c'est une partie de domino à la ferme Saint-Siméon. Alors, toutes ces promenades entre peintres les ont beaucoup marquées et également, elles sont restées très durablement. Parce que quand Jonking est mort en 1891, Boudin a écrit une lettre le 28 juillet 92, un an après, à Monet, où il évoque ce bon, grand et regretté Jonking. Et voilà ce qu'il écrit. Voilà ce que Boudin écrit à Monet. Voulez-vous me permettre de vous adresser quelques lignes de bons souvenirs de ce temps passé déjà si loin de nous? Depuis bien des années, les hasards de l'existence, les nécessités de la vie nous ont séparés sans doute, mais je n'en ai pas moins pris part à vos efforts, à vos succès. Je vous ai suivi dans vos tentatives hardies avec intérêt, dans vos tentatives osées eux-mêmes, mais qui vous ont donné renom et réputation. C'est qu'il est loin le temps où nous allions nous essayer au paysage dans la vallée de Rouelle ou sur le rivage de Sainte-Adresse, ou encore à Trouville et Honfleur avec ce bon, grand et regretté Jonking. Je dînais encore ces jours derniers dans la petite cour, c'est la cour de la ferme Saint-Siméon, dans la petite cour où nous fîmes une si bonne collation, et j'étais heureux et triste en même temps de retrouver ces souvenirs et bien d'autres. Or, Monet lui répondit, cette lettre elle est donc du 28 juillet, et dès le 22 août 92, Monet répond de Giverny à Boudin. Comme vous, bien des fois, j'ai pensé à ses débuts, à ces délicieuses courses en compagnie de Jonking et de Courbet. Aussi, j'étais bien heureux de voir que vous en avez conservé le souvenir. Là, vous voyez aussi que Jonking est présent dans la chambre à Giverny. Vous voyez au-dessus du lit une petite aquarelle que je vais vous montrer de près. Voilà, vous la voyez plus près. Ce sont une aquarelle de Jonking. Monet conservait plusieurs aquarelles de Boudin et de Jonking. Et il conservait également une peinture de Jonking qui est conservée au musée Marmottan, qui fait partie de la donation du fils de Michel Monet, une rue à Avignon. Alors, les troupeaux dans les herbages normands, c'était le fait de Boudin, qui a peint beaucoup les vaches, mais là, il est vraiment seul. Ce sujet n'a pas été repris, je vous le montre rapidement, n'a pas été repris par Boudin, par Jonking ni Monet. Sur la plage de Villerville, on voit également les peintures de Boudin avec ces petites dames. Quelques peintures. Eugène Boudin à Deauville, alors ça c'est aussi très important parce qu'il a vécu dans une maison aussi à Deauville. Vous voyez aussi, là encore une fois, les petites cabines qu'on avait vues sur la plage de Deauville. Alors ici, le kiosque, avec évidemment des robes beaucoup plus luxueuses, qui rappellent l'époque qui a été reprise par la Connaissance des Arts quand il y avait l'exposition au musée Jacquemin-André. Et Étretat, qui a relié les trois peintres. Vous avez ici Boudin,
également Chongqing, un tableau qui est d'origine Burlingame, un grand tableau avec la falaise, vous voyez toujours le même point de vue ici. Et vous voyez ici une toile de Monet, celle que je vous avais promise avec la pluie, une toile qu'il a peinte qui a d'ailleurs été évoquée par Maupassant, disant qu'il avait un jour suivi le peintre qui peignait sous la pluie, voulant tellement en avoir l'impression du paysage. Boudin s'est promené un petit peu partout, il s'est promené à Dieppe, il s'est promené à Cherbourg. Alors, un lieu aussi très important, c'est Camaret, en Bretagne, où Boudin s'est rendu à plusieurs reprises car son épouse Marianne, et il l'appelait la Bretonne, était bretonne. Donc, ça lui a valu des séjours assez longs en famille. Donc, vous êtes avec Boudin à Camaret, en Bretagne, pour montrer, et vous voyez qu'il reprend ce thème des bateaux. Là, vous avez comme une impression de retrouver ce qu'il peignait à Honfleur, mais là, nous sommes en Bretagne. Il est allé aussi au nord de la France, à Berck, peindre beaucoup plus les pêcheurs, qui est on appelle ça un contrepoint de près aux pêcheurs, au monde de la mer, des marins, sur la plage de Berck, totalement différent. Alors, Chongqing à Paris, c'est là aussi où il a rencontré les peintres, les impressionnistes, même s'il a fait partie de l'exposition. Et à Paris, je vous le montre, pour justement cette impression des grands ciels, il la garde, il traite pareillement les vues de Paris avec les tours de Notre-Dame, qui remplacent sur bien les voiliers, les petites barques sur la Seine. Vous voyez ici ce tableau du musée de Reims, avec les effets de lumière à contre-jour, comme il avait peint aussi la falaise à Étretat. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu comme un répertoire. Ici, les rues de Paris. Et il y a d'ailleurs un texte d'Émile Zola qui est apparu dans La Cloche en 1872, donc 2 ans avant l'exposition impressionniste. Voilà ce qu'écrit Zola. Tout le monde connaît les marines et les vues de Hollande de Chongqing. Mais il y a d'autres toiles qui n'ont rien, qui m'ont ravi, qui m'ont flatté en moi un goût particulier. Je veux parler des quelques coins de Paris qu'il a peints dans ces dernières années. Cet amour profond de Paris moderne, je l'ai retrouvé chez Chongqing, je n'ose pas dire avec quelle joie. Il a compris que Paris reste pittoresque jusque dans ses décombres. Il a peint l'église Saint-Médard avec le coin du nouveau boulevard qu'on ouvrait alors. Tout un quartier, le quartier Mouffetard, est là avec ses petites boutiques si curieuses de couleurs, son pavé gras, ses murs blafards, son peuple de femmes et de passants. Un peintre de cette conscience est un maître, non pas un maître aux allures superbes et colossales, mais un maître intime qui pénètre avec une rare souplesse dans la vie multiple des choses. Vous voyez, ça c'est Zola qui a bien écrit sur Chongqing et qui également avait aussi écrit en 1868 déjà, je ne connais pas d'individualité plus intéressante que Chongqing, son métier de peintre est tout aussi singulier que sa façon de voir. On dirait des ébauches jetées à la hâte par crainte de laisser échapper l'impression première. Et donc en 1868, Zola employait déjà le terme d'impression. On sent que tout le phénomène se passe dans l'œil et dans la main de l'artiste. Il voit un paysage d'un coup dans la réalité de son ensemble et il le traduit à sa façon en conservant la vérité, en lui communiquant l'émotion qu'il a ressentie. C'est ce qui fait que le paysage est sur la toile, non plus seulement comme il vit dans la nature, mais comme il a vécu pendant quelques heures dans une personnalité rare et exquise. Ici, tout est original, le métier, l'impression, et tout est vrai, parce que le paysage entier a été pris dans sa réalité avant d'avoir été vécu par une heure. Vous voyez, donc le mot impression se retrouve chez Castagnari, chez Zola, sous la plume de Jonquier. Alors, à Paris, je continue à vous montrer quelques peintures. Ici, la rue L'Abbé de l'Épée. Je suis allée, on a exactement ce même point de vue avec ce grand mur, l'église. Et ici, la rue Saint-Séverin. Regardez-la bien parce que vous verrez une peinture de Hollande où il peint un canal et vous avez l'impression ici que comme la rue est comme de l'eau, et comme un canal, comme une vue, et avec ses clochers, comme il peindra les clochers aussi, comme il peint les clochers Hollande. Donc, pour Chongqing, je vous lis le texte d'Edmond Goncourt qui est si important, un texte qui est dans son journal et qui est à la date du 4 mai 1871. Voilà ce qu'écrit Chongqing en racontant sa visite avec Philippe Burti chez Chongqing. Nous allons dans des quartiers perdus voir Chongqing. J'ai été un des premiers à apprécier le peintre, mais je ne connaissais pas le bonhomme. Figurez-vous un grand diable de blond aux yeux bleus de la faïence de Delft, à la bouche tombante, peignant en gilet de tricot et coiffé d'un chapeau de marin hollandais. Il a sur son chevalet un tableau de la banlieue de Paris. Il nous fait voir des esquisses des rues de Paris, où l'apothéose des couleurs grises du plâtre de Paris semble avoir été surpris par un magicien. Vous voyez, le terme de magicien avait été employé aussi par Baudelaire pour Baudin, par un magicien. Puis ce sont des cartons, des barbouillis de papier, des fantastiques
Fantasmagorie de ciel et d'eau, qui était le sous-titre que j'ai donné à mon livre, Fantasmagorie de ciel et d'eau, et qui rappelle les prodigieuses magies de l'air et de l'eau de Baudelaire devant les ciels de Boudin. Donc, c'était Fantasmagorie de ciel et d'eau, le feu d'artifice des colorations de l'éther. Jonquille nous montre tout cela bonifacement, en patoisant le langue des Français, où perce parfois l'amertume, mais aussitôt se radoucissant, il parle avec une note de tristesse de son art, de sa lutte, de sa recherche, qui le rend le plus malheureux des hommes. La séance a été longue, la revue des cartons a duré plusieurs heures, Jonquille a parlé, s'est animé, et tout d'un coup, son langage se brouille, se hollandise, ses patois deviennent bizarres, ses propos deviennent incohérents. Il agit, il se lève comme un ressort, il se rassoit, il reparle. J'ai le douloureux et l'abominable spectacle de ce beau talent, une fois déjà repêché de l'abîme, c'est au moment où il a vu des crises d'alcool, au moment tout vacillant et prêt à y retomber à la moindre causerie un peu longue, la plus faible excitation nerveuse, au plus petit bouleversement de la cervelle. En fait, Jean-Guy a été sauvé de l'alcool parce que son marchand Martin lui a présenté Madame Fesser, une compatriote hollandaise qui s'est pris en charge Jean King et qui notamment a un fils dans le Nivernais, et c'est pourquoi Jean King va finir sa vie dans le Nivernais et aussi près de Grenoble à la côte Saint-André. Donc je termine sur les vues de Paris de Jean King et surtout sur cette vue de banlieue, vous savez. Donc il a évoqué par Goncourt ces paysages de banlieue. Et là aussi, évoqué par Jean King, vous avez ce paysage d'Argenteuil, vous voyez, Argenteuil qui est au lieu de l'impressionniste. Voilà ce qu'écrit Jean King au marchand Martin depuis Rotterdam le 6 décembre 1957. Je n'oublierai pas facilement notre voyage d'Argenteuil. Je l'appelle unique de son genre. La journée était belle, la campagne magnifique, le soir, la lune splendide. On ne s'ennuie pas si on veut observer toute la beauté de la nature et quand on sent la vérité de vivre ainsi en bonne compagnie, en parlant un peu et en fumant. On voit le bon caractère de Jean King qui aimait bien une bonne vie très simple. Et également, toujours pour terminer sur la période de Paris, le critique Louis de Fourcault, qui était allé visiter Jean King, qui avait d'abord habité à Pigalle, ensuite rue de Chevreuse et ensuite le boulevard de Montparnasse. Et ici, Louis de Fourcault rappelle cette visite, il écrit « Il me souvient de ma première visite à Jean King à Paris, rue de Chevreuse, ça et là des études non encadrées, s'accrochaient aux murailles, mais surtout de grands cartons entiers à terre laissaient déborder à l'abandon de magnifiques aquarelles. Le peintre prenait et jetait sur la toile en lourds paquets ses feuilles exquises, sur la table, en lourds paquets ses feuilles exquises, il me montrait pêle-mêle, en riant et en s'amusant beaucoup de l'attention respectueuse dont je les considérais. Toutefois, il était visible qu'il y tenait infiniment. Il avait raison. La diversité des sites, des milieux, des colorations, des effets se renouvelait à tout coup, en renouvelait la magie et le charme. C'était là ses documents à consulter, ses notes, ses références, des vues de Hollande fraternisées avec des vues de Paris, des paysages de nos provinces, donner la réplique à de curieux intérieurs de villes et de bourgades. C'est pour ça qu'il a vraiment, on dit souvent que sur le chevalet de Jean King, fraterniser les vues de Hollande, les vues normandes et toutes les vues de Paris. Bien que l'artiste aima de visible prédilection les bords de la mer et les fleurs, sa fantaisie ne se réfusait pas à la séduction d'aucune rencontre pittoresque. Parfois, une simple perspective de grande route, une maison écartée, un naïf bouquet d'arbres l'avait arrêté au passage et il s'était plu à retracer une heure de la vie de la nature et de sa propre vie, d'instinctif rêveur autour de ces motifs. Son pinceau transcrivait en décisives applications l'intensité d'un rayon, la diffusion de la lumière mouillée, la fuite des nuages sous le fouet du vent, le clapotis des eaux, les reflets sur la neige, les bizarreries d'un clair de lune, les physionomies instantanées du réel, les états changeants de l'atmosphère. Donc, vous voyez, tous ces textes, quand on passe de Boudin à Jean King ou à Monet, se recoupent terriblement. Alors, ici, donc, Argenteuil, je vous fais ce passage très bref de Monet à Argenteuil, qui vous représente dans le bassin d'Argenteuil, toile beaucoup plus moderne, donc, mais qui est des années 72. Eugène Boudin en voyage. Alors, Boudin a également voyagé outre ce que je dis de la Bretagne. Il a voyagé beaucoup plus loin, il a voyagé vers le Midi, à Antibes, Villefranche. Là, je vais vous montrer des paysages où là, il n'y a pas, si on veut dire, de portraits croisés. C'est plus seul
où il était fait comme des reportages de ces pays. Il est allé à Beaulieu aussi. Et vers le midi, Chongqing aussi, mais a beaucoup plus fait les vues du Rhône. Et là, vous retrouvez encore ce répertoire. Vous voyez un petit peu les vues Avignon. Ici, une vue d'Avignon. Vous aviez vu une rue d'Avignon de Chongqing qui avait appartenu à Monet. Et Eugène Boudin s'est rendu évidemment à Bruxelles, en Belgique, voir l'Escaut, voir la Meuse. Mais la Meuse, il l'a aussi regardé en Hollande, à Dordrecht. Dordrecht, alors ces incursions aux Pays-Bas de Boudin, on peut penser qu'elles ont été dues à justement la rencontre avec Chongqing, autrefois à Trouville et Honfleur. Alors ici, donc c'est Boudin dans les Pays-Bas. Vous voyez, il représente les moulins. Ici, une toile de Monet qui représente qui est conservée au Stadel de Francfort et qui représente ces maisons colorées au bord des canaux, maison rose à volets verts qui aura donné peut-être l'inspiration pour justement la maison rose à volets verts de Giverny. Également, peinture de Monet représentant ces églises très caractéristiques au bord de l'eau en Hollande. Également, peinture de Monet avec ses clochers et ses passerelles sur les canaux. Également, peinture de Monet avec le moulin et la barque un peu qui rappelle aussi ces barques de Chongqing. Donc, vous voyez qu'il y a un répondant entre ce paysage fait en Hollande par Monet qui capte les moulins et qui aussi a certainement été en Hollande, a voulu s'arrêter en Hollande au retour d'Angleterre quand il était parti au moment de la guerre franco-prussienne. Et cet arrêt en Hollande était peut-être justifié par tout ce que Chongqing leur avait raconté de son pays, des Pays-Bas. Je vous montre quelques rappel de peinture de Chongqing aux Pays-Bas, un chemin de halage avec les moulins. Vous voyez qu'il s'est mis en perspective un petit peu comme les avait fait Monet, avec le moulin qui cale la composition. Vous voyez les patineurs, voilà une grande peinture de Chongqing et de ses voiliers. Vous voyez aussi ces petites barres comme dans l'impression de Monet et également comme sur les peintures qu'il fait en fleurs. Et également là aussi, ce grand bateau, on pourrait croire qu'il se voilier qu'il est peint en fleurs alors que nous sommes aux Pays-Bas. L'église d'Overstrie, Pays-Bas, avec ce bulbe très cas particulier. Également ici en aquarelle. On voit que Chongqing traite à la fois en peinture et en aquarelle, et aussi ces scènes de patineurs. Alors ici, c'est cette scène de canal qui a été peinte en 1873 à Rotterdam, que Chongqing a voulu exposer au salon en 1873, qui a été refusé. Ça a été la dernière fois où Chongqing s'est présenté au salon à Paris. Donc, c'était la dernière, parce qu'il avait identifié un refus. Et il avait commencé à exposer à l'exposition universelle de 1855 des œuvres qui avaient été acceptées dans la section française, qui lui avait été reproché d'ailleurs par les Hollandais parce qu'ils se mettaient dans l'école française. Et il avait également exposé au Salon des Refusés du 163, où Manet avait exposé le déjeuner sur l'herbe. Et bien, Chongqing avait également exposé. Alors, le port de Bordeaux, où Boudin a aussi travaillé, je vous montre plusieurs vues parce que ça a été important pour Boudin et il a dit qu'il le comparait au Havre, au quai du Havre, et que c'était un endroit qu'il n'aimait pas du tout. Alors, vous voyez, on retrouve vraiment, il faut savoir que c'est Bordeaux, parce qu'on peut aussi bien croire que c'est le Havre ou un autre paysage. Alors, nous arrivons à la dernière étape pour Boudin et Monet, qui, avant de mourir, voudront connaître Venise. Pour Boudin, c'est en 1896, 2 ans avant sa mort en 1898. Je vous passe quelques toiles de Boudin, qui visiblement, il est courant de dire qu'il n'a pas très très bien senti Venise, qu'il l'a faite d'une manière assez froide. C'est une Venise assez, alors celle-ci est un peu plus colorée, un peu plus animée, avec les gondoles. Et je vais vous montrer immédiatement après comment Monet a vu Venise. Voilà. Donc, c'est totalement différent. Là, au contraire, il n'y a plus de ciel. C'est le ciel qui se reflète dans l'eau, comme Monet partira vers ses recherches des reflets d'eau, ces paysages d'eau et de reflets que sont, comme il les appelait, les nymphéas. Et Chongqing va terminer sa vie dans le Dauphiné, grâce au fils de Madame Fesser que je vous ai nommé. Dans le Dauphiné, je vous lis un auteur que vous n'attendez certainement pas parce que j'avais été très étonnée. J'ai fait donc des conférences dans le Dauphiné où il y a une société qui s'appelle Sur les pas de Chongqing et je suis allée à 2 reprises. Le lieu est très, très fidèle à la fois à Berlioz, puisque c'est la côte Saint-André, c'est là où est enterré Berlioz, mais dans le cimetière, il y a aussi Chongqing. Et il est aussi très près de château que j'ai voulu voir, la tombe de Claudel, le château de Brangue, qui n'est pas très loin.
Et il m'a été remis un papier que je ne connaissais pas, un extrait du journal de Paul Claudel en juin 1954. Voilà ce qu'écrit Paul Claudel. Il dit qu'il a fait un voyage près de la côte Saint-André voir l'abbé Gervas. Et il ajoute, c'était un élève de Jonking, un Hollandais, qui a terminé sa vie à la côte. Pour peindre, sa main lui servait de palette. Je vois une quantité d'aquarelles, paysages, vent, ciel couvert, pas de soleil dans les mêmes tonalités sombres, profondes, nourries, amères. J'achète une aquarelle, donc, ce qui veut dire que, en fait, à travers l'abbé Gervas qui est peintre, il s'intéresse à Jonking, vent d'automne sur le plaine, ravissant paysage sans rivière. Donc c'est assez émouvant parce que le nom de Jonking se trouve même dans le journal de Paul Claudel, évidemment voisin dans le Dauphiné. Alors le cimetière c'est une photo que j'ai prise au cimetière de la Côte Saint-André. La Côte Saint-André qui a un festival Berlioz l'été, mais qui rend aussi beaucoup honneur très souvent avec des manifestations pour Jonking, des lâchers de pigeons, parce qu'il aimait beaucoup les oiseaux et les pigeons. Vous voyez que jusqu'à la fin, on n'a jamais su si Johann Barthold Jonking restait hollandais. Il n'a pas été naturalisé français, mais il voulait être dans la section française de la peinture du paysage. Vous voyez ici qu'il y a J.B. Jonking. Il se faisait aussi appeler Jean-Baptiste. Et c'est assez curieux parce que justement, cette double appartenance, lorsque la Galerie Bram et Laurenceau nous a demandé à John Sylvis et à moi de faire une préface à deux mains de catalogue raisonné des aquarelles de Jonking, des peintures de Jonking, j'ai rapidement vu le texte que m'avait un peu proposé John Sylvis et il rendait le peintre totalement hollandais. Alors, avec Sylvie Bram, vous avez un peu regardé ça en disant c'est un petit peu ennuyeux parce que là, vraiment, il a fait peser, et en fait, il a vécu toute sa vie en France, c'était sa patrie d'adoption. Il disait que c'était à Paris qu'il vendait ses toiles. Donc, Jonking n'aurait peut-être pas non plus aimé ne pas être français. Alors, j'avais dit, bah, finalement, je vais faire une page à droite. Les deux préfaces se font face. À gauche, vous avez la préface sur Jonking hollandais et à droite, j'ai fait une préface sur Jonking français exposant dans la section pour rendre justice un petit peu à ce côté français. Et ce peintre Jonking, il a été même célébré par Paul Signac. Vous voyez ce livre de Jonking où il met la signature de Jonking et vous avez par Paul Signac qui a été publié en 1927. Je vais vous lire deux extraits que Signac avait écrit en 1927, voilà ce qu'il écrit de Jonking. Les dessins à aquarelle de Jonking forment la partie la plus caractéristique de son œuvre, celle qui apprend à mieux connaître et à mieux aimer. C'était celle qu'il préférait, la gardant jalousement dans ses cartons, les réservant à ses amis plutôt qu'aux marchands. Ce fut la joie de sa vie dans ses dernières années à la Côte Saint-André, délivrer des soucis de vente. Il ne faisait presque plus de tableaux, il dessinait, il aquarellise, vieillard fou de dessin comme au Coussac. Ces jeux passionnés avec la nature, où l'on ne trouve jamais les redites qu'on peut quelquefois remarquer dans ses tableaux, il les continuera sans déclin jusqu'à sa mort. Le dessin de Jonking est en parfait accord avec sa peinture, comme les blancs et noirs de Seurat, avec les dégradés et les contrastes polychromes, variés, fragmentés, souples comme la couleur. Il exprime la vie et le mouvement aussi bien que ses tableaux. C'est un tel dessin de peintre qu'en outre, il indique les volumes, les valeurs, les tons, et on peut dire aussi les teintes, car pour faire le rythme et leurs oppositions, tel dessin de Jonking nous suggère la couleur dont ils sont dépourvus. Et alors là, vous allez voir que dès 1899, c'est-à-dire bien avant de publier ce livre, 1927, donc c'est très, très loin après la mort de Jonking qui est mort en 1891, mais dès 1899, dans son ouvrage d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, déjà, Signac faisait une part belle à Jonking. Voilà ce que Signac écrivait. Ceux qui succéderont à Delacroix seront les champions de la couleur et de la lumière. Ce sont les peintres que plus tard on appellera les impressionnistes. Renoir, Monet, Pissarro, Guillaumin, Sisley, Cézanne et leur précurseur admirable, Jonking. Celui-là, le premier, répudia la teinte plate, morcela les couleurs, fractionna les touches à l'infini et obtint les colorations les plus rares par des combinaisons d'éléments multiples et presque purs. Et il ajoute, il faut donc placer ce rénovateur du paysage moderne entre Corot et Monet en tête de ses autres précurseurs de l'impressionnisme, Boudin, Cals et Lépine, comme il le souhaitait, comme l'indiquait en se proclamant dans les livrets du salon élève d'Isabelle, il doit être classé parmi les maîtres de l'école française. La France fut sa patrie d'élection. Il y vécut 45 ans et y mourut. Vous voyez, ça c'est dans la partie française de Jonking. Pour vous montrer justement l'intérêt de ce peintre qui a vraiment été
entre les deux. Et moi, j'ai beaucoup aimé dire préparer cette exposition. Elle avait été remise plusieurs fois. Je suis allée plusieurs fois à La Haye et les échanges avec John Sillevis, qui était un conservateur qui connaissait très bien John King, m'avaient beaucoup intéressé. Alors, le 8 août 1898, donc en 91, est mort John King. Et le 8 août 1898, c'est la mort de Boudin à Deauville. Vous voyez cette maison qu'il a habitée. Elle est dans la rue, si vous allez à Deauville, elle est dans la rue Olive. En partant de la mer, on la trouve sur la droite, très vite. Et si on regarde bien, on aperçoit au-dessus des barrières une petite plaque. Alors, la petite plaque, peut-être pas très bien la lire parce que là, c'est loin. Donc, j'ai mis le texte ici en disant justement, dans cette maison, vécut Eugène Boudin, peintre des plages, dont les yeux se fermèrent sous les lumières de Normandie le 8 août 1898. Je vais terminer sur une évocation de Boudin. Je ne vous dirai plus rien de Monet, puisque Monet va vivre jusqu'en 1926, mais j'ai intitulé Portrait croisé, donc puisqu'il est tout seul, il n'y a plus rien de croisé, Monet va poursuivre sa vie seule. Alors, je termine sur une évocation que je trouve très émouvante de Roger Milès, qui raconte sa visite à Boudin en 1898, juste quelques mois avant la mort de Boudin. Et voilà ce qu'il écrit, qui montre bien le peintre au milieu de ses œuvres et qui évoque aussi, c'est un texte qui évoque aussi comme était John King, comme était Boudin Honfleur, comme était John King à Paris, vivant avec ses aquarelles ou à la côte Saint-André, et Boudin et Monet à Giverny avec ses toiles. Alors voilà ce texte. Boudin s'était assis devant un petit bahut où, dans des chemises, ses croquis et ses dessins étaient classés avec ordre. Il les tirait un à un, il les ouvrit, il les feuilleta. C'était toute sa vie qui lui passait devant les yeux. C'était un labeur de 50 années qui apparaissait avec ses palpitations spéciales. C'était l'étude continue d'un observateur fin et avisé, spirituel, quand il craquait en une synthèse expressive les gens des villes égarés sur les plages, plein d'émotions quand il consacrait ces mêmes papiers aux gens de la mer et aux bateaux, ces coquilles qui ont une âme et ces voiles qui ont des ailes. Il y avait là tout ce qui avait été la passion de cet homme formé à l'école des maîtres de 1830. Des pêcheurs, des sloops de pêche, des coups de vent, des accalmies, le grouillement des baigneurs sur le sable fin, la rudesse des galets, la coquetterie humaine ballottée par la mode capricieuse et marquant chaque année d'une déchéance, d'une invention nouvelle, en face de l'immuable splendeur de la mer, sur le miroir de laquelle le soleil incessamment fait jouer sa féerie de lumière dans le décor fugitif des nuages. Et chaque feuillet rappelait au vieux peintre un incident, un tableau depuis longtemps daté et oublié dans son œuvre. Il évoquait sans lassitude et sans fatalité son passé tout frémissant et de souvenirs. Sa mémoire présente et claire se répandait comme une source dont rien n'a souillé le flot intarissable. C'était une joie attendrie, vraiment, que de l'entendre parler, du qui est certainement un des plus distingués petits maîtres de notre école française, petit maître ayant ici le sens qu'on donne à ce mot pour désigner les délicieux flamands du XVIIe siècle, vous voyez le rapport aux flamands encore, qui sont l'orgueil des collections particulières et des musées. Je me le rappelle, me disant avec une larme dans son œil bleu profond, Paris, je suis comme un exilé. La ville ne convenait ni à son tempérament, ni à son art. Il lui fallait les grands horizons, les grands tumultes de la nature et les grands recueillements. Alors, en fait, donc Boudin est décédé en juin 80, et transporté en juin 98 à Deauville depuis Paris. C'est-à-dire qu'il veut revoir Deauville, il veut revoir le ciel de Normandie. Il est mort le 8 août 1898 et il est ramené à Paris pour être enterré au cimetière de Montmartre où il a rejoint son épouse qui était décédée en 1889. Pour Monet, ce sera évidemment Giverny. Voilà, donc j'espère vous avoir bien convaincu que les trois portraits croisés sont vraiment des portraits entrecroisés, qu'il y a eu une période où ces trois artistes ne se sont pas quittés et que les souvenirs ont perduré bien longtemps après la mort de John King en 1891. Cher Sylvie, merci infiniment.